Bonjour à tous. Dans cette présentation, je vais vous parler des mécanismes d'attention en deep learning et de certaines de leurs applications. Les mécanismes d'attention ont été introduits il y a à peu près une dizaine d'années et ont récemment permis des avancées considérables dans des domaines tels que le traitement du langage ou encore le traitement de la voix, par exemple. Dans cette présentation, nous allons introduire le concept d'attention à travers deux mécanismes distincts. Un premier basé sur des réseaux récurrents et un second qui va s'affranchir de l'utilisation de ces réseaux pour ne considérer que des mécanismes d'attention. La présentation suppose une connaissance des principes de fonctionnement du deep learning et dans une moindre mesure des notions sur les réseaux récurrents. Vous pourrez vous référer, si ce n'est pas le cas, aux présentations qui seront faites cette semaine sur ces sujets ou qui ont déjà été faites. Pour introduire la problématique des mécanismes d'attention, on va s'intéresser au problème que l'on va appeler sequence to sequence. Typiquement, le problème sequence to sequence, ça correspond à, étant donné une certaine séquence, comme son nom l'indique, une certaine séquence en entrée, essayer de prédire à l'aide d'un réseau neuronal une autre séquence en sortie. Donc, cette problématique recouvre un grand nombre de domaines. On pourrait penser par exemple au speech to text ou text to speech, qui sont la conversion respectivement entre la voix vers le texte ou le texte vers la voix. Et dans ce cas-là, on a une séquence en entrée qui correspond à notre signal audio, dans le cas du speech to text, et une séquence en sortie qui correspond à la transcription de ce signal audio en texte. On pourrait aussi penser à la prédiction des séries temporelles. Imaginons que l'on a les k dernières valeurs d'une certaine série temporelle, essayer de prédire la séquence des valeurs suivantes, les L valeurs suivantes. Donc on peut formuler ce problème de prédiction comme aussi un problème de séquence vers séquence. On trouve aussi de nombreux exemples en traitement du langage. Par exemple, la problématique de traduction. Si j'ai une phrase dans une certaine langue, par exemple en français, je vais chercher à la traduire dans une autre langue, comme l'anglais. Alors, à travers cette problématique de traduction, en fait, on voit certaines caractéristiques des problèmes sequence to sequence. La première, c'est que la séquence résultante peut être assez différente de la séquence dans l'entrée, notamment en longueur. Si on considère le problème de traduction, la phrase traduite n'a pas forcément la même longueur que la phrase en entrée. Et dans le cas de la traduction, le contexte général de la phrase va être important. C'est-à-dire que si on change un mot ou deux dans la phrase, la traduction que l'on obtient peut être radicalement différente. Par exemple, dans l'exemple que je donne ici, si on remplaçait là par une, j'ai une pêche, la traduction serait complètement différente. Donc traditionnellement, pour traiter ces problématiques de sequence to sequence, on utilise des réseaux neuronaux récurrents. Donc je fais un rapide rappel de ce que c'est qu'un réseau neuronal récurrent. Imaginons que l'on ait en entrée une séquence qui, dans notre cas, est une séquence de texte. Nous avons 3 tokens de texte, J', le verbe avoir et le verbe manger. Donc nous avons 3 tokens de texte. La première étape dans ce type de problématique, c'est de convertir ces tokens de texte en un vecteur. Comme vous le savez peut-être, un réseau neuronal ne peut pas digérer autre chose qu'un vecteur. Donc cette première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape d'embedding. On la retrouvera beaucoup dans toutes les étapes de cette présentation-là. En tout cas, quand on traite des choses telles que du texte ou similaire, si on a déjà des vecteurs en entrée, cette étape n'est pas forcément nécessaire. Donc en sortie, on obtient du coup des vecteurs x0, x1, x2 qui représentent un vecteur qui correspond au token qui est donné en entrée. Donc l'idée d'un réseau récurrent, c'est d'avoir finalement un vecteur qui va être notre vecteur h, qui représente l'état, qui va englober l'ensemble des états précédents, qui va donner une représentation de l'ensemble des états précédents. Typiquement, par exemple, à l'initialisation, H0, on pourrait considérer que c'est le vecteur nul.
Et ce vecteur va être mis à jour au fur et à mesure qu'on lui passe les éléments de la séquence. Donc en sortie de notre réseau récurrent, nous avons une première sortie qu'on va appeler Y, et aussi une mise à jour de ce vecteur H, afin d'inclure le nouvel élément qui vient d'être de la séquence qui vient d'être donné. Donc typiquement, on va lui donner le vecteur x0, on va obtenir une sortie y1 et un vecteur h1 qui va pouvoir contenir type d'information qui lui semblera le plus pertinent. Ensuite, on va lui passer notre deuxième vecteur, ainsi que le vecteur donné à l'étape précédente. Ça va nous produire une deuxième sortie y2 et une mise à jour de ce vecteur-là. Okay. Donc, etc., etc. On va lui passer tous les éléments de la séquence. Et traditionnellement, on a une séquence en sortie qui est y1, y2, y3, et un vecteur caché qui, lui, contient de l'information sur l'ensemble des éléments qu'il a vus précédemment. Donc nous allons utiliser cette notion de réseau neuronal récurrent pour créer une architecture capable de traiter le problème de sequence to sequence. Dans ce cas-là, l'architecture que nous allons considérer, c'est ce qu'on va appeler une architecture de type encodeur-décodeur. Alors un encodeur-décodeur, c'est typiquement, comme son nom l'indique, composé de deux éléments. Un encodeur qui est un premier réseau récurrent, qui va avoir pour charge d'encoder la phrase qui lui est donnée en entrée en un vecteur. Ce vecteur-là, ce qu'on va appeler le vecteur de contexte, on va le passer au décodeur afin que le décodeur, qui est un autre réseau neuronal récurrent, puisse générer de nouveaux tokens qui correspondent au problème que l'on cherche à traiter. Donc, comme on l'a vu dans la slide précédente, on voyait qu'un réseau récurrent générait une sortie et un vecteur H. Donc, notre encodeur n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire qu'on va lui passer en entrée nos tokens de texte et il va nous générer une sortie. De cette sortie, on ne va rien en faire dans le cadre-là. On va utiliser juste le vecteur de contexte H. Donc, on va avoir un premier vecteur de contexte H. On va lui passer le deuxième élément de la séquence. On va obtenir un deuxième vecteur, H2, etc., etc. Donc, on va obtenir une séquence de vecteurs H, HI. Et l'idée dans l'encodeur-décodeur, c'est de lui passer le dernier vecteur H. Ce vecteur-là, en fait, est obtenu une fois qu'on a passé l'ensemble de la séquence d'input, et au final, contient la représentation de la totalité de cette séquence-là. Donc, c'est ce vecteur-là, c'est ce dernier vecteur que l'on va utiliser, et que l'on va fournir à notre deuxième réseau récurrent, qui est notre décodeur. Alors, notre décodeur, il va prendre deux choses en entrée. Il va prendre notre vecteur de contexte, du coup, qui est H4 dans notre cas, et il va prendre un token. Donc, pareil, à l'initialisation, on peut lui fournir un token arbitraire pour pouvoir commencer à générer la séquence. Donc, par exemple, un token start. Donc ce décodeur va prendre en entrée le token start et notre vecteur de contexte, du coup, que l'on a obtenu, et va produire en sortie un nouveau token, I, dans ce cas-là. Ce nouveau token, on va pouvoir le mettre en entrée, cette fois, de notre décodeur, de notre réseau récurrent, et on va à nouveau lui fournir le même vecteur de contexte que précédemment, et à charge au décodeur de générer le token suivant dans la séquence. Donc si on répète cette opération encore et encore, on obtient deux choses. On obtient une séquence du coup en sortie de notre décodeur. Et c'est cette sortie-là que l'on va comparer à l'objectif de notre réseau neuronal. Donc on est toujours dans le cadre d'un apprentissage supervisé, donc on va avoir une représentation de la vraie phrase, celle que l'on cherche à traduire à partir de notre input qui est donné dans l'encodeur. On va comparer la vraie phrase avec la phrase que l'on obtient en sortie de décodeur et on va backpropager l'erreur dans la totalité du réseau. Dans ce cas-là, la totalité du réseau est différentielle. On peut propager ça
en une seule passe, de la même manière que l'on entraînerait un réseau récurrent unique. Donc, l'idée générale de ce type d'architecture, c'est qu'on va condenser en fait la totalité de notre séquence en entrée dans un unique vecteur h, et on va utiliser ce vecteur h pour générer notre séquence de sortie. Mais ce type de compression de la séquence en entrée peut avoir plusieurs problèmes. Un premier problème que l'on peut rencontrer, c'est lorsque l'on traite des séquences dont la taille est très large. Au fur et à mesure des passages à travers le réseau récurrent, l'information de début de la séquence peut se perdre en cours de route. Et au fur et à mesure qu'on va passer les éléments de la séquence, si notre séquence est très longue, vu qu'on a un unique vecteur en sortie, le réseau peut oublier de l'information. Le deuxième problème, c'est qu'on utilise un même vecteur pour l'ensemble des prédictions. Alors que typiquement dans le problème de translation, pour prédire le premier token, il n'est pas nécessaire de connaître forcément la totalité de la phrase. Peut-être que les premiers tokens de notre séquence d'entrée sont plus importants pour prédire le premier token de sortie que les derniers. Donc on a une certaine dépendance qui n'est pas forcément capturée par cette méthode-là. Et c'est là où les méthodes d'attention vont pouvoir nous apporter quelque chose. Donc les mécanismes d'attention vont nous permettre de quantifier d'une certaine manière les dépendances entre entrée et sortie, c'est-à-dire pour prédire le premier token de sortie, il est préférable par exemple d'avoir les 1 ou 2 ou 3 premiers tokens d'entrée, ou quantifier les interdépendances entre des mêmes entrées. Donc ça, on verra ça quand on verra le mécanisme d'auto-attention dans les transformers dans une deuxième partie. Donc le premier système d'attention que nous allons étudier, c'est une modification de notre encodeur-décodeur récurrent. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer au décodeur un vecteur qui ne sera pas forcément le même à chacune des étapes. Et ce vecteur encodera l'information qui est la plus pertinente pour prédire le token à l'instant T. Donc, typiquement, on retrouve dans ce schéma les deux, notre encodeur et notre décodeur, donc nos deux réseaux récurrents. Ici, notre encodeur et dessous, notre décodeur. Et ce qu'on va lui rajouter à ce décodeur, c'est un mécanisme que j'ai appelé A ici, qui va permettre en fait de combiner l'ensemble des vecteurs H qui ont été générés par l'encodeur. Donc contrairement à l'étape précédente où on a passé au décodeur uniquement notre dernier vecteur de la séquence, ici on va passer à notre décodeur un vecteur qui va dépendre en fonction de notre place dans la séquence. Donc comment on va faire ça? On va rajouter à notre décodeur ce mécanisme A, qui va lui prendre en entrée le token initial. Donc, par exemple, si ici on se place à l'état initial, on a à nouveau notre token start. Donc, notre mécanisme va vous permettre de prendre le token précédent, ou ici notre token start, et de combiner d'une certaine manière l'ensemble des vecteurs de contexte qui sont générés à chaque étape par notre encodeur. Donc ici, c'est plus intéressant parce qu'on sait que le vecteur H1, du coup, a plus de chances de contenir de l'information concernant le token qui vient juste de voir, qui est J', par exemple, que dans l'étape précédente, on avait considéré uniquement le vecteur H4. Peut-être que l'information sur le J' a été perdue au cours des passages dans l'encodeur. Donc ici, on considère la séquence en entière des vecteurs HI. Et ce mécanisme A va en fait générer un poids, donc on va appeler alpha I, donc un poids alpha 1, alpha 2, alpha 3, en fonction de l'importance de chacun des vecteurs H. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer à partir, donc il nous génère une certaine importance, on va générer des poids à partir de ces sorties. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire une étape de normalisation. Donc, on a nos composantes alpha i qui sont des réels. Et la première chose à faire, ça va être de normaliser pour obtenir des poids qu'on va noter WI.
Donc pour ça, on va passer ces prédictions à travers la fonction softmax. Donc je passe le détail sur cette fonction-là, mais typiquement, on voit que cette fonction normalise nos entrées, prend la fonction exponentielle à nos entrées, mais elle normalise, c'est-à-dire qu'on divise par la somme des éléments, et du coup ça fait que de ça on peut déduire que la somme des WI va être égale à 1. Et on va utiliser ça comme des poids pour pouvoir combiner nos vecteurs de contexte HI. Donc ici, on va générer un vecteur de contexte qu'on va appeler CI et qui va être la combinaison linéaire de nos vecteurs HI en fonction des poids qui ont été générés par le mécanisme A. Donc, par exemple, ici, dans notre cas, j'ai mis des couleurs pour pouvoir signifier l'importance de la valeur. Dans ce cas-là, en bleu foncé, on voit ici que le vecteur H1, pour lui, il lui accorde plus d'importance. Il accorde un peu d'importance au vecteur H2 et très peu au vecteur H3 et H4. Donc on va obtenir notre résultat C1, va être une combinaison linéaire principalement des vecteurs H1 et H2, et il va utiliser ce vecteur-là pour prédire le premier élément de la séquence I. Donc dans une deuxième étape, on recommence à nouveau, c'est-à-dire que cette fois on a le token généré à l'étape précédente, ici, que l'on va passer à notre mécanisme A, et on va à nouveau lui passer notre séquence de vecteurs H1 à H4. Et cette fois-ci, notre mécanisme, étant donné on n'a plus exactement le même élément en entrée, il va nous donner une répartition des poids, ce qui considère être la combinaison des poids la plus pertinente, différente de l'étape précédente. Donc par exemple, là, on voit qu'il accorde très peu de poids au vecteur H1. Par contre, il met beaucoup plus de poids sur les vecteurs H2, H3 et H4. Et dans ce cas-là, notre vecteur C2, ça va être principalement une combinaison linéaire, du coup, de nos vecteurs H2, H3 et H4. Et c'est ce vecteur-là qu'on va passer à notre décodeur, en plus du token précédent, pour générer le token suivant. Et on répète cette opération encore et encore jusqu'à obtenir la séquence de sortie. Donc, dans les slides, j'ai mis un lien vers le papier de recherche qui propose ce mécanisme qui s'appelle Neural Machine Translation by Jointly Learn to Align and Translate. Si vous avez les slides, il y a un lien qui vous amène directement sur la bonne page. Dans la deuxième partie de cette présentation, nous allons considérer un nouveau type d'attention. C'est ce type d'attention qui a amené des progrès considérables dans le domaine du traitement du langage. Ce type d'attention a été introduit en 2017 dans le papier Attention is all you need. Vous trouverez un lien vers ce papier en bas à droite de cette slide. Donc dans cette partie-là, nous allons étudier un peu les différents concepts nécessaires pour comprendre cette architecture. À nouveau, c'est une architecture basée sur un mécanisme d'encodeur-décodeur, comme nous l'avons vu précédemment, mais le mécanisme d'attention utilisé diffère largement de ce que nous avons vu avant. Dans la partie précédente, nous avons vu que l'encodeur générait un unique vecteur qui était ensuite passé au décodeur. Désormais, nous allons encoder la phrase par un dictionnaire de clés-valeurs. Donc, en entrée, nous avons notre séquence de texte et le but de l'encodeur sera de générer un dictionnaire de paires de vecteurs. Le premier vecteur sera appelé une clé, keys. Ici, j'ai représenté ces vecteurs par des cases de couleurs différentes et une value qui est un autre vecteur qui contient l'information que l'on souhaite indexer avec la clé précédente. Donc nous avons un dictionnaire et nous avons de l'information et nous avons aussi un mécanisme qui nous permet d'extraire l'information nécessaire à partir de ces deux vecteurs. Le décodeur va pouvoir ensuite, au moment du décodage de la séquence, le décodeur va pouvoir
récupérer l'information du dictionnaire en générant lui-même un vecteur que l'on appellera une query. Donc, par exemple, à l'état initial, lorsque l'on souhaite décoder le premier token de la séquence, le décodeur va générer un vecteur que l'on va appeler Q1, et on va utiliser Q1 pour récupérer de l'information contenue dans le dictionnaire généré par l'encodeur. Donc, comment on récupère cette information-là? Eh bien, on va construire une similarité entre les queries et les keys du dictionnaire. Et cette similarité est basée sur la notion de produit scalaire. Donc, pour indexer l'information contenue dans le dictionnaire, nous allons faire le produit scalaire entre le vecteur de queries Q1 et l'ensemble des clés du dictionnaire. Si ces vecteurs ont un produit scalaire qui est faible, ça veut dire que le décodeur est peu intéressé par l'information contenue dans le vecteur value associé à cette clé. Donc, typiquement, ici, nous avons le produit scalaire de Q1 avec la première clé, K1, donc Q1 qui est représenté par cette couleur orangée et K1 qui est représenté par cette couleur verte. Ces couleurs sont relativement différentes. On peut donc supposer que dans ce cas-là, le produit scalaire de ces deux vecteurs est relativement faible et du coup que l'on est peu intéressé par le vecteur value associé à cette clé verte. De la même manière, ici, entre notre couleur orangée et bleue, ces couleurs sont assez différentes. On a de la même manière un produit scalaire qui va une similarité entre ces deux vecteurs qui va être faible. La similarité maximale sera donnée par cette couleur rouge foncé, avec laquelle le produit scalaire de notre query Q1 avec ce vecteur clé K3 sera relativement élevé. On va utiliser cette similarité entre keys et queries pour construire un nouveau vecteur à partir de l'information des vecteurs value. Donc pour ça, nous allons juste considérer cette similarité comme les poids et multiplier chacun de ces poids par les values correspondantes aux clés que l'on a considérées. Donc par exemple ici, nous aurons la première value, ici V1, ici nous aurons la deuxième value V2, et ici nous aurons la troisième value V3 de nos dictions. Ensuite, nous multiplions ces values par les poids que nous avons obtenus par la similarité entre keys et queries. Nous sommons tout ça, et ça nous permet de générer un vecteur, un peu équivalent au vecteur de contexte que l'on avait considéré dans l'architecture précédente d'encodeur-décodeur avec les réseaux récurrents, qui est une combinaison de nos vecteurs values V1, V2, V3 pondérés par cette notion de similarité entre le vecteur de queries et nos vecteurs de clés. Ce vecteur généré servira au décodeur pour prédire l'élément de la séquence qu'il doit produire. Nous pouvons reformuler ce mécanisme d'attention sous forme matricielle. Donc si nous considérons notre ensemble de clés, K1, K2, etc., nous pouvons construire une matrice grand K qui est de taille la longueur de la séquence que l'on note ici, petit m, multipliée par la taille d'une clé, la taille du vecteur clé qui est représentée ici par dk. De la même manière, si nous considérons l'ensemble des queries, nous pouvons obtenir une matrice grand Q qui, de la même manière, est de taille petit n fois dk, où petit n, c'est la longueur de la séquence, mais cette fois de la séquence que l'on cherche à générer, donc des éléments qui ont déjà été générés, par exemple. Enfin, on peut considérer notre matrice grand V, qui est la matrice des values, qui a la même taille que notre matrice de keys. Donc en utilisant cette notation-là, nous pouvons formuler la valeur de la tension entre la matrice des queries, la matrice des keys et la matrice des values, comme le softmax du produit de la matrice des queries par le transposé de la matrice des keys, normalisé par un coefficient noté ici, dont on ne va pas trop se préoccuper, le tout multiplié par notre matrice de values. Je n'ai pas encore parlé de comment nos matrices de keys, values and queries sont générées.
Et ceci est relativement simple et représenté par cette slide. Nous avons vu que notre séquence a été plongée, transformée en vecteurs que nous retrouvons ici, E1, E2, E3, etc., E4. Ces vecteurs-là sont utilisés pour construire une matrice E de taille, notre longueur de séquence d'entrée multipliée par la taille du vecteur utilisé pour chaque token. Et pour générer nos matrices values and keys, par exemple, dans le cas présent, nous multiplions juste cette matrice par une matrice de taille appropriée, qu'on note ici WV et WK respectivement pour les values et les keys, et qui nous permettent de générer des matrices V et K finales de nos values et de nos keys. Évidemment, ces matrices WV et WK sont des paramètres du réseau neuronal et les poids de ces matrices seront appris au fur et à mesure de l'entraînement. Nous allons maintenant parler d'une technique qui est largement utilisée dans l'architecture, qui consiste à utiliser le mécanisme d'attention pour construire des représentations, étant donné une séquence initiale, des représentations de cette même séquence en lui incluant une notion de contexte, c'est-à-dire en agrégeant pour un élément de la séquence l'information des éléments qui viennent avant et des éléments qui viennent après de la séquence. Et ce mécanisme est ce que l'on appelle l'auto-attention, ou self-attention en anglais. Et cette slide explique le principe général. Donc nous avons une première séquence initiale, tout en bas, qui est une séquence de vecteurs, du coup, qui a déjà été plongée. Et nous allons utiliser une première version de cette séquence pour générer un ensemble de clés-valeurs. Et cette même séquence va être aussi utilisée pour générer un ensemble de queries. Donc avec une même séquence, on génère à la fois des clés-valeurs et un ensemble de queries. On passe cette information dans le mécanisme d'attention. Mais ce que l'on obtient, c'est une nouvelle séquence de vecteurs, mais cette fois agglomérant différents éléments de la séquence initiale. Donc, si l'on considère que notre séquence est une phrase, par exemple, j'ai mangé une pomme, après être passé dans le mécanisme d'attention, nous allons avoir une séquence de la même longueur que la séquence initiale, et chaque élément de cette séquence va être une mixture d'éléments de la séquence initiale. Donc, par exemple, peut-être que le premier vecteur de cette séquence-là sera une mixture des deux premiers mots de cette séquence. Peut-être que le deuxième sera une mixture d'éléments différents, etc., etc. Donc en fait, ce qu'on voit, ce mécanisme-là, il nous sert à construire des représentations qui prendront en compte le contexte entre les éléments de la séquence initiale et qui permettront de construire des concepts plus complexes à partir des éléments de base qui sont les éléments fournis à nouveau par notre séquence initiale. Donc le dernier élément qui nous manque avant de construire l'architecture du réseau, c'est ce que l'on appelle le positional encoding. Le positional encoding, il sert à donner au réseau l'information de la position d'un token dans la séquence en général. Contrairement à l'architecture précédente, qui était basée sur des réseaux récurrents, et donc l'ordre de la séquence était naturel dans ce cas, puisque les éléments étaient passés un par un. Dans ce type de réseau, cette information est perdue, et du coup, on utilise des mécanismes externes pour pouvoir donner au réseau cette information-là. Donc il y a plusieurs manières de faire ça. La manière utilisée dans le papier que l'on considère, c'est de générer une famille de sinusoïdes et d'utiliser cette famille de sinusoïdes pour, à chaque token à chaque élément de notre séquence, lui associer un vecteur qui sera unique et qui représentera sa position au sein de la séquence. Donc la manière dont on fait ça, c'est que chaque sinusoïde va représenter une composante d'un vecteur qui va être généré à partir de chacun des tokens. Donc par exemple, pour le premier token, on va avoir une première sinusoïde qui va être par exemple
notre sinusoïde verte, et on va utiliser cette sinusoïde verte, la valeur de cette sinusoïde à l'instant t égale 0, du coup, puisque c'est le début de notre séquence, comme la première composante de notre vecteur. Donc ici, dans notre cas, on va dire qu'on est à peu près à 0,7. Après, pour le token suivant, on est à peu près à la même chose, 0,7. Ici, pour notre troisième token, on va être à une valeur à peu près par là, donc assez faible, on va dire moins 0,7, etc., etc. Et on va utiliser toute une famille de sinusoïdes, et chaque sinusoïde va représenter une composante de notre vecteur. Le vecteur final que l'on construit sera de taille DE, qui est la dimension du vecteur que l'on utilisait pour représenter le token, et on va juste utiliser ce vecteur supplémentaire qui encode la position du token dans la séquence, on va le concaténer à notre vecteur d'embedding que l'on avait obtenu précédemment. Donc on est maintenant prêt à construire l'architecture d'un transformer en entier. On va commencer par l'encodeur. Donc nous avons notre séquence d'entrée qui est ici. Cette séquence d'entrée est transformée en vecteur par notre opération d'embedding. On lui concatène ensuite à chaque token, on lui concatène l'information sur sa position dans la séquence globale. Et ensuite, on utilise cette représentation-là que l'on va transformer par des mécanismes d'auto-attention. On va en combiner plusieurs. Et en sortie de ces mécanismes d'auto-attention, on va générer un ensemble de clés et de valeurs, donc un dictionnaire contenant l'information qui va être utile au décodeur pour pouvoir décoder les différents éléments. Donc du côté décodeur, on a cette fois en entrée les tokens qui ont éventuellement été prédits précédemment, ou si on est à l'état initial, par exemple un token start, ou quelque chose dans ce genre-là. Et on a à peu près la même structure. On passe cette séquence, on la transforme en vecteur par une opération d'embedding et on lui concatène à nouveau pour chaque token, on lui indique sa position dans la séquence globale. À nouveau, on transforme cette séquence-là par un ou plusieurs mécanismes d'auto-attention. Et en sortie de cette transformation-là, on va générer des vecteurs de queries. Et c'est là où on a une petite différence, c'est qu'à ce niveau-là, on va utiliser le dictionnaire construit par l'encodeur et on va combiner avec l'ensemble des queries qui a été créé par le décodeur et on va mettre tout ça dans un mécanisme d'attention. On va répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à obtenir une sortie qui peut être par exemple la prédiction du token suivant. Et on peut faire fonctionner cette architecture-là de manière autorégressive en injectant cette prédiction à nouveau dans la séquence précédente afin de générer le token suivant, etc., jusqu'à générer une séquence complète. Je vais maintenant vous parler de deux applications des transformers. La première de ces deux applications, c'est ce que l'on appelle BERT. BERT, c'est un modèle qui a été introduit en 2018 et qui a profondément transformé la manière dont on aborde les problématiques de traitement du langage. Donc, en entrée de notre modèle, nous avons une séquence de texte. Prenons une séquence quelconque, et dans cette séquence-là, nous allons masquer certains mots du texte. Ensuite, on va procéder aux étapes classiques que nous avons précédemment. On va convertir cette séquence en vecteur avec une procédure d'embedding et on va utiliser un réseau basé sur les transformers afin de sortir une séquence, d'avoir en sortie une séquence. Et cette séquence, nous allons vouloir prédire les mots qui ont été masqués. Donc, afin de prédire les mots qui ont été masqués, le réseau neuronal devra apprendre une représentation de la phrase et va devoir apprendre à contextualiser, à essayer de retrouver le mot étant donné uniquement son contexte. Donc, par exemple, dans notre cas, nous avons la phrase « J'ai mangé une pomme ». Okay,
Et nous allons masquer l'un des mots de cette phrase. Alors ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. Ici, c'est le dernier mot. On va masquer le mot pomme. Et à charge du réseau de retrouver les mots qui pourraient, qui pourraient avoir été masqués. Donc, par exemple, le réseau va pas nous produire un seul mot, il va pouvoir produire une distribution de probabilités. Donc, il va pouvoir essayer de prédire, par exemple, j'ai mangé une pomme ou j'ai mangé une poire, mais il ne va pas prédire n'importe quel mot. C'est-à-dire que j'ai mangé une poireau, il ne va pas le prédire parce qu'il aura appris que ça vient avant un mot qui est féminin. Donc ce modèle-là va devoir apprendre une représentation du langage et on va pouvoir utiliser cette représentation qui est apprise pour traiter d'autres problématiques de traitement du langage comme du part of speech ou différentes problématiques. L'intérêt de ce modèle-là, c'est qu'on peut utiliser uniquement du texte non labellisé. C'est-à-dire qu'on utilise du texte brut et ensuite on masque certains mots et on lui demande de reprédire, de retrouver les mots qui ont été masqués. Donc il n'y a pas besoin de données labellisées, on peut juste entraîner ce modèle-là à partir de grandes quantités éventuellement de texte. Enfin, la dernière application dont je veux vous parler, c'est VIT, qui veut dire Vision Transformer. C'est un papier qui a été publié l'année dernière, en 2020. Un papier intitulé An image is worth 16 by 16 words, Transformers for image recognition at scale. Ce papier est particulièrement intéressant parce que on n'a pas forcément l'habitude de voir des images considérées comme des séquences. Et donc, l'idée principale de ce papier-là, ça va être justement de faire ça, c'est-à-dire les transformers sont un outil extrêmement puissant. Comment pourrait-on faire pour pouvoir l'appliquer sur des images? Et alors l'idée de ce papier-là est relativement simple, c'est qu'on va dire que notre image, c'est une séquence de morceaux de cette même image. C'est-à-dire qu'on va découper notre image en patchs. On va avoir un premier patch P1, P2, P3. Et on va considérer P4, P5, etc. Et on va considérer la séquence de ces patchs. On va retrouver ici P2, etc. On va considérer ces patchs comme une séquence. Ensuite, ces patchs, on va les convertir en vecteurs. Alors, une image, c'est plus simple à convertir en vecteur. Vous pouvez juste considérer, par exemple, le vecteur composé des pixels lus dans un certain ordre, par exemple, ligne par ligne. Mettre ça dans un très grand vecteur. Et ça vous donne une représentation vectorielle du coup du patch de votre image. Mais il y a la même idée que dans les étapes précédentes, il faut convertir ça en vecteur d'une manière ou d'une autre. Et à nouveau, comme pour les applications précédentes, on rajoute une notion de position qui va du coup encoder la position de chacun des patchs par rapport aux autres. Donc le premier patch, c'est celui en haut à gauche, ensuite on a celui au milieu, en haut, etc. etc. Donc pareil, comme pour les applications précédentes, on donne au modèle une notion de à quel endroit est tel élément de la séquence. Et donc, à nouveau, on utilise un encodeur de transformer, donc même architecture que ce qu'on a vu précédemment. Et cette fois, alors on sait que notre encodeur il nous ressort une représentation de notre séquence initiale, donc on va avoir autant de sorties que de patchs initialement intégrés dans notre séquence d'entrée. Mais ici, on va oublier la majorité de ces sorties et à une unique sortie, on va assigner ce que l'on cherche à obtenir. Par exemple, si la problématique de ce réseau-là, c'est de classifier des images, dire est-ce que cette image, c'est une maison, ou est-ce que c'est un chien, ou est-ce que c'est un chat, donc une problématique de classification, ben on va assigner en sortie, on va lui demander, on va considérer une des sorties de l'encodeur et on va lui dire, bah, essaye de me prédire quelle est la classe de la maison qui t'a été donnée en entrée. Alors on peut utiliser par exemple la première sortie de l'encodeur, ça fait il n'y a pas beaucoup de différence entre. On peut l'utiliser indépendamment chacune des sorties. Généralement, on utilise soit la première, soit la dernière
Et dans ce cas-là, on utilise la première. Alors comme dans l'encodeur, comme on a vu, la représentation obtenue est une mixture de l'ensemble des éléments. C'est tout à fait symétrique, donc on peut choisir indifféremment n'importe quelle sortie. Et donc c'est ainsi que l'on peut appliquer une architecture de transformer qui initialement était prévue pour traiter des séquences à une image. Et ce papier améliore l'état de l'art dans sa catégorie sur ImageNet. Donc c'est quelque chose de relativement efficace, même quand on le considère sur des choses qui ne sont a priori pas forcément des séquences. Donc ceci clôture notre présentation. J'espère que tout cela vous sera utile et plus que jamais, merci pour votre attention.